qu'on en a parlé il y a de cela quelques semaines, vous et moi en off, sur la possibilité de se développer en collaborant avec le FMI et la Banque mondiale. Bachir, merci. Je voudrais dire bonsoir aux copanélistes. Je ne sais pas si Bikoura a eu le chiffre aujourd'hui. Pas encore malheureusement, donc, mais on le salue. Il nous suit à partir de son domicile aujourd'hui. Oui. Merci pour la question. Mais vous savez, Bachir, je vais aller vraiment dans les points précis. Très bien. Pour que les gens comprennent. Le FMI et la Banque mondiale sont créés après les périodes de guerre. Oui. Vous savez, à l'époque, quand un pays gagnait la guerre, hein, ce pays était libre d'aller prendre tout ce qu'il veut dans l'autre pays et ramener chez lui, parce que c'est lui le vainqueur. Et il dicte ses lois. Il dicte ses lois, il démonte les usines, il les transfère dans son... En fait, vous n'avez rien à dire, vous avez perdu. Oui. C'est à ce moment-là qu'on crée le FMI d'abord, puis la Banque mondiale, pour essayer de, officiellement, réguler le système monétaire international. Oui. Quelque temps après, on a donné une nouvelle mission au FMI, qui est celle de permettre que les pays qui ont des problèmes passent par le FMI pour trouver des solutions. Parce qu'en fait, le FMI se met entre les belligérants. Oui. Celui qui a perdu n'a rien à dire. Le FMI lui donne de l'argent pour payer ses dettes. Mais en même temps, le FMI a le temps. Comme une banque peut emprunter l'argent à n'importe qui, et puis vous payez progressivement. Donc le FMI a commencé à faire ce travail, et au jour d'aujourd'hui, le financement du FMI, la Banque mondiale, part de ces pays-là aujourd'hui. Donc le FMI, la Banque mondiale, pour vivre, ont besoin de nos pays. S'il n'y a pas de nos pays, c'est les institutions qui vont disparaître. Donc ce rôle, qui au départ était un rôle... Je voudrais bien vous comprendre. Oui. Pour que ces institutions vivent ou survivent, ils ont besoin de nos pays. Ah là, automatiquement, parce qu'au départ, ils ont été financés par les grands pays occidentaux. Alors, si vous avez la mise de départ, je reste avec vous. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Si vous avez besoin de moi pour suivre, je crois qu'il est de bonne guerre que vous me mettiez à l'aise. C'est-à-dire que j'ai de quoi survivre. On vous donne le sentiment que vous êtes à l'aise. Oui. Mais vous n'êtes pas à l'aise. Tout est mis en œuvre pour que vous ne soyez pas à l'aise et que vous soyez toujours tenu de main ferme. Alors, ça fait que les missions de grands pays qui voulaient que nos richesses ne soient pas exploitées par nous-mêmes, le FMI, la Banque mondiale, aujourd'hui, aide ces pays à atteindre ces objectifs-là. Donc c'est pour ça que je voulais dire que, quelque part, tout est mis en œuvre par ces organisations de Bretton Woods pour qu'il n'y ait jamais de développement industriel dans nos pays. Le FMI a détruit tout le tissu industriel des pays qui, à un moment, étaient vraiment des pays comme le Cameroun. Je prends cet exemple parce que je le connais bien. Le pays était comme un pays qui avait sur place des entreprises qui créaient qui produisaient des biens et des services locaux. Mais au Cameroun, on n'avait pas besoin d'importer grand-chose. Tous les produits de première nécessité étaient trouvés localement, produits localement, par des entreprises locales. Mais vraiment, j'ai une question qui revient à tout moment. Je suis avec vous toujours, Robert Moutier-Ambassa. Mais étions-nous obligés de collaborer avec eux? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais je vais en venir. C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Donc, le Cameroun, cet exemple est bien parce que quand vous produisez tout sur place, vous achetez moins à l'extérieur. La balance entre l'extérieur et nous est à notre faveur parce qu'on envoie très peu de devises à l'étranger. Notre argent tourne sur place. Nous avons beaucoup de devises. À cette époque même, des pays comme la France qui gérait 50% de nos devises se permettaient de boursicoter même avec l'argent parce qu'il y en avait tellement que le pays s'est débrouillé avec ce qu'il y avait. Donc, ça fait que, comment je veux dire, la monnaie locale, c'était le moment propice quand, par exemple, en 1994, on décidait de dévaluer. Mais c'était le moment où un pays comme le Cameroun devait créer sa monnaie. Parce qu'on avait le tissu qui permettait de tenir le choc. Et nous avons un sous-sol fort. Donc, ça fait que la survie, comme je disais, la Banque mondiale du FMI tient du fait que nos pays doivent rester dépendants. Okay? Les institutions de beauté n'aideront jamais à résoudre nos problèmes, encore moins à devenir émergents. C'est des solutions qui vont nous permettre de gérer le quotidien, comme quelqu'un, on lui dit qu'il est super endetté. Même si on les voit financer les grands projets. C'est des faux financements, parce qu'en fait, aucun franc n'arrive ici. On vous dit qu'on finance le projet du pont du Vouri, par exemple. Oui. Vous avez vu l'argent entrer ici. L'argent est payé directement à l'entreprise locale là-bas, à l'étranger. Rien n'entre ici. Donc, si on rentre encore de ce côté, c'est encore plus complexe. Donc, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller au FMI? On est obligé d'aller parce que nos dirigeants n'ont pas des conseillers économiques qui leur donnent les arguments qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Si on a accepté d'aller au FMI à la main, le président Biya, rappelez-vous, en 87, avait dit qu'il n'ira pas au FMI.
Et c'était la bonne décision. Et pourquoi il y va? Mais il y est allé parce que tout le monde qui était dans le système autour de lui, qui l'ont phagocyté, tous ses conseillers, toutes les relations avec les Occidentaux, tout a été mis en forme pour lui dire que mon ami, c'est toi qui es hors sujet. Tu ne comprends rien. Il faut y aller. Et le président se rend compte que les gens autour de lui, ceux qui devaient s'appuyer, qui sont des économistes, qui devaient lui dire non, on ne doit pas aller. Nous avons un tissu industriel qui tient, nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons des produits, nous pouvons faire notre monnaie. On peut se retirer. Mais justement, ceux qui sont chargés de donner ces conseils... Est-ce que vous vous rendez compte que dans ces cas, Robert Mutembasa, on peut dire que vraiment les dirigeants ont sacrifié les populations? Non, les dirigeants, vous savez, Bachir, vous êtes aujourd'hui à Free Média. Demain, vous êtes chef d'État du Cameroun, par exemple, ou du Gabon, du Congo. Mais vous ne pouvez pas tout connaître, Bachir. Vous savez, un chef d'État, c'est une institution. Quand il reçoit le plan économique, politique, technique, industrie. Et dans tous les secteurs, il ne va pas être spécialiste partout. Donc, du coup, il a des collaborateurs dans chaque domaine qui vont être là pour lui dire, pour ce problème, voilà les propositions de solutions que nous faisons. Lui, avec sa hauteur de patron, avec son expérience, avec son flair, il dit, bon, ok, pour tel problème, vous avez proposé 10 solutions, je prends la 9e. Ok? C'est comme ça que ça devait se passer. Maintenant, si vous êtes là et que votre entourage a déjà été phagocyté, a déjà été arrosé, comme on dit, et il est favorable aux sirènes du FMI, la Banque mondiale, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose les solutions que le FMI, la Banque mondiale lui ont recommandées parce qu'ils se voient. Quand ils sortent des bureaux, ils se voient. Et beaucoup de choses, ils vont à l'étranger. Aujourd'hui, le constat est clair. Le constat est clair que les solutions qui ont été proposées à nos dirigeants n'ont pas été les solutions qui privilégiaient l'intérêt général. C'est les solutions qui privilégient l'intérêt individuel parce que un individu, deux individus, un groupe, s'est permis de mettre plein les poches au détriment de nos pays. Et c'est le cas dans tous les autres pays. Tous les pays sont dans la même situation. Je ne vais pas finir par y. Donc, le FMI et la Banque mondiale sont aujourd'hui nos gendarmes. C'est nos gendarmes. Ils nous surveillent pour qu'on ne sorte jamais de cette situation. On ne doit jamais sortir de cette situation. Il est hors de question parce que si on commence à sortir, si on commence à produire sur place, à créer de la richesse, à essayer d'exploiter nos propres richesses, mais c'est la catastrophe pour certains pays qui se disent grands pays aujourd'hui. Donc, nos dirigeants doivent avoir le courage de comprendre que ce logiciel ne tient plus. Il est rayé. Il faut mettre un nouveau logiciel en place avec de nouveaux économies. Parce que quelqu'un qui a fait l'économie il y a 40 ans, 50 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Il est complètement hors sujet. Je vais chuter. Il faut mettre à jour. Je vais chuter. Donc, je prends un petit exemple. Je vous dis une chose. Nos pays africains doivent systématiquement se méfier de ces institutions qui sont leurs tueurs silencieux. Je prends un exemple simple pour chuter et dire que les Chinois n'avaient pas la technologie pétrolière. On a parlé du pétrole. J'ai eu cette chance que dans ma carrière, j'ai travaillé dans une grande société multinationale qui s'appelle Total. Total s'en va produire du pétrole en Chine. La Chine n'a pas une très grande technologie au plan pétrole. La Chine dit, les Chinois disent à Total, bon ok, nous sommes d'accord, vous venez exploiter notre pétrole, mais la condition que nous donnons c'est quoi? C'est que du manœuvre au directeur général, qui est des Chinois derrière. Alors, vous nous donnez le profil de chaque poste. Pour chaque profil, nous allons vous donner 5 CV. Et vous allez choisir un. Et c'est comme ça. Et au bout de 2 ans, vous partez. Je peux vous garantir, Bachir, 2 ans après, du manœuvre au directeur général, toutes les gens total sont partis. Et la Chine a continué. C'est comme ça qu'elle a pris cette technologie à fond. C'est pour comprendre que c'est faisable. Il faut que nos dirigeants aient la chance, parce que je ne veux dire pas du courage, mais la chance d'avoir des collaborateurs qui veulent bien leur dire la vérité. Parce que ces économistes, ces responsables connaissent ce qui se passe. Mais ils privilégient peut-être le fait que leurs épouses, leurs enfants, leurs groupes, leurs membres de famille sont peut-être pris en charge par-ci, par-là. Et le pays, lui, n'a rien. Donc j'estime que, quelque part, ces institutions, vraiment, nous devons nous méfier de ces... ne vont jamais rien nous amener, nous apporter. Ils vont plutôt nous permettre de mourir à petit feu. Et chaque fois, quand ils vont sentir que le pouvoir en place est en train de vouloir prendre des orientations qui ne vont pas dans leur sens, ils créent le choc, ils créent les crises, ils créent les problèmes, on destitue les chefs d'État, et ainsi de suite. Les présidents doivent se comprendre que notre mort viendra de ces institutions. En tout cas, ils ont besoin de véritables collaborateurs qui s'y connaissent. Et pourquoi pas vous, Robert Mutembasa? Je travaille pour mon pays, même de là où je suis. Voilà, très bien. Juste en 30 secondes, docteur Basilekin, et on va à Yaoundé. Je vois le doyen Bilo ici tout souriant. Certainement, il a des choses à dire. C'est d'abord juste en 30 secondes. Oui, je voulais juste compléter le propos de Mutembasa.
Parce que même si j'ai des mauvais conseillers et je vais au FMI, si j'ai la chance, comme certains présidents du Cameroun, de rester là 30 ans, eh bien, je constate qu'avant d'aller, j'étais payé à revenu intermédiaire. Après y être allé, je suis devenu pays pauvre et très endetté. Mais à ce moment-là, j'ai dit à mes techniciens, écoutez, vous m'avez induit en erreur et je prends des décisions de redressement. C'est ce que je voulais comprendre. Très important. En tout cas, merci pour cette